Si l'Occident se réveille demain matin et apprend que Poutine est mort, ils vont le célébrer de la même manière qu'on avait célébré la mort de Staline. La presse occidentale, Le Monde, avait écrit le 5 mars 1953 « La mort de Dieu le Père ». C'était la une du journal Le Monde diplomatique. Et même l'Occident a attendu un peu pour s'interroger. Est-ce qu'un Staline peut vraiment mourir ? Tellement il avait traumatisé le monde. Le mot « traumatisé » est un mot occidental. Cela signifie qu'il avait profondément marqué la présence de la Russie dans l'imaginaire mondial. La conférence de Yalta, d'ailleurs, a été décidée en Crimée parce que Staline, ayant dérouté la puissante armée allemande, affirmait « C'est de moi que vient la paix du monde. Donc, c'est chez moi que cette affaire de la paix doit être réglée. » Et il a ainsi obligé le président américain, que certains considèrent comme l'un des rails de l'histoire, à faire le déplacement. Malgré sa polio, on a aménagé un avion spécial pour transporter le président américain jusqu'en Crimée, simplement pour écouter la dictée de Staline sur la paix dans le monde. C'est d'ailleurs parce que les Américains ont déclaré « ça ne peut pas se passer comme ça » qu'on commence à parler de bipolarisation du monde. Au cours de cette conférence de Yalta, on entre dans une logique. Il ne faut pas laisser la Russie prospérer. C'est là l'une des origines de l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima, en Asie, dans l'objectif de terrifier le monde et de rappeler que la puissance restait du côté américain. La bombe atomique était déjà en préparation entre 1942 et 1943. Mais la décision de l'utiliser a été prise après la conférence de Yalta. Quand les tensions ont éclaté, même la Russie s'est retenue, affirmant « Avec cette arme-là, c'est très dangereux ». Depuis cette époque, la possession de l'arme nucléaire est devenue le repère fondamental des puissances militaires. Et sur ce plan, aujourd'hui, la Russie dicte sa loi au monde. Oui, sur ce plan-là, la Russie affirme sa domination. Ce que je viens de dire, je l'ai pris dans une perspective globale. Mais maintenant, si l'on se concentre sur l'individu Vladimir Poutine et que l'on se demande « qui est Poutine ?», eh bien la réponse à cette question détermine l'ensemble des enjeux actuels. Poutine, pour avoir été un membre influent du KGB pendant 15 ans, maîtrise le renseignement mondial. Il a travaillé à Berlin, dans l'aile occidentale de l'Allemagne, même s'il était officiellement en Allemagne de l'Est. Il a lui-même expliqué que bien qu'étant en RDA, il était positionné dans un Berlin européen. Il faut bien rappeler à nos jeunes téléspectateurs qu'à cette époque, Berlin était divisé. L'Est contrôlé par l'URSS, l'Ouest par le bloc occidental. Et lui, Poutine, était là, dans une position stratégique exceptionnelle. Cela lui a permis de voir le monde bouger dans sa mutation, mutation qui influence encore aujourd'hui les grandes dynamiques diplomatiques. Poutine a compris que les débats stériles aux Nations Unies n'avaient aucun impact s'il n'y avait pas d'offensive concrète sur le terrain. C'est justement par l'offensive que les États-Unis sont sortis de la Seconde Guerre mondiale en créant ce qu'on a appelé le plan Marshall, pour résoudre les problèmes économiques. Il faut savoir que l'idée du plan Marshall trouve aussi ses racines en Russie. Et oui, c'est là que réside toute la subtilité de la diplomatie. Et permettez-moi de vous le raconter en une seconde. George Catlett, Marshall, général militaire, avait été posté comme ambassadeur en Russie, à Moscou. Ensuite, il fut muté en Chine. Pourquoi ? Parce que les Américains voulaient se servir de lui pour comprendre les stratégies de ce bloc communiste qui représentait une menace. Une fois en Chine, Marshall assiste à une collusion naissante entre la Russie et la Chine. Il est alors rappelé à Washington pour faire son rapport. Son avertissement est clair, les deux pays communistes ont décidé de faire chemin ensemble. Et si les États-Unis ne s'investissent pas rapidement dans le monde pour lutter contre la pauvreté, qui était le terreau du communisme, alors l'Europe entière deviendra communiste et avec elle, le reste du monde. C'est ce constat qui constitue le fond de son célèbre discours du 5 juin 1947, prononcé à l'université de Harvard. Ce discours, une fois transformé en mesures concrètes, va permettre la mobilisation de fonds colossaux pour reconstruire l'Europe détruite par la guerre. Nous sommes alors en 1947, 2 ans après la fin officielle de la guerre. Ce discours est bien reçu et les États-Unis lancent l'opération. Mobiliser des fonds pour financer la reconstruction de l'Europe afin de freiner la montée du communisme porté par la Russie et la Chine. C'est cette Russie-là qui commence à s'affirmer sur la scène internationale. Cette dynamique donnera naissance au plan Marshall, dont on entend encore parler aujourd'hui. Et oui, le fameux plan Marshall, c'est bien celui de George Catlett Marshall, général militaire.
Alors ceux qui disent que les militaires ne doivent pas faire de politique n'ont tout simplement pas de repères historiques. Dans notre histoire, les deux dimensions ont toujours été liées.